You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 8e épisode de la 2e saison de Cold Facts. On commence avec Fribourg qui a limogé Mark French et c'est désormais Christian Dubé à la tête, mais est-ce qu'il va le rester? On va se poser un peu la question. À Genève, c'est 4 défaites de suite, dont une dernière 6-5 contre Davos. Ça va moins bien, mais on s'y attendait un petit peu du côté des Vernets. Et puis on va revenir sur la problématique des joueurs qui ont 2 nationalités. Lausanne souffle un peu le chaud, le froid. Oui, non, une victoire, une défaite. Et puis surtout, un Ken Stickney qui doit maintenant 14 millions de francs à des amis du président Patrick Depreux. Il devra les rembourser avant juin de l'année prochaine, sous peine de perdre le club. Bien, tout va bien. 2 victoires après 3 défaites. Une 2e place au classement. Et on termine avec un petit détour par la NHL et les débuts de Gaëtan Haas dans la meilleure ligue du monde. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment tu vas? Je vais bien, très bien. Et toi? Écoute, pas mal, ouais. On se remet d'un week-end mouvementé, surtout du côté de Fribourg. Ouais, le premier week-end mouvementé de National League cette saison. Hein. Ouais, c'est la saison des coachs virés arrive un peu vite, il me semble. Avec les premiers Frima, on a eu le premier coach viré. Est-ce qu'on était surpris? Je sais pas, c'est non sur ce qu'on a vu à Ambry ou sur ce qu'on n'a pas vu à Ambry, parce que là franchement c'était une gabegie pas possible à Fribourg. Un petit peu quand même, parce que virer un coach quand il lui reste 18 mois de contrat, ça a un vrai coût. J'ai pas l'impression que Fribourg avait vraiment besoin de ça, on va dire financièrement. Tu me diras, quel club a envie de virer un coach, payer un coach dans le vide pendant 18 mois, on est bien d'accord. Mais j'aurais peut-être pas mis ma pièce sur French viré en premier. En même temps, quand on voit la réaction le lendemain et quand on parle un petit peu aux joueurs en off, ben, je crois que c'était un peu la fin du truc. Ouais, parce que ce qui frappait, c'était le plaisir. J'ai un petit peu lu ce qui se racontait comme ça, puis on a l'impression, il me semble que c'est le président Hubert Weber qui disait aussi, joueur là, il faut qu'il retrouve le plaisir du jeu. Est-ce que c'était au Pécaliste lundi? Je crois que c'est Didier Massy qui disait le jeu. Jouer, avoir du plaisir. Et quand on lisait aussi des réactions de supporters, ils étaient un peu frustrés par ce Fribourg-Gotteron-là, en se disant est-ce que tu as franchement du plaisir à aller les voir à la patinoire, même s'ils gagnent finalement. Et c'est ce dont on parle avec, quand il y avait eu Lausanne avec Heinz Sellers, quand il y a Berne avec des fois Yalonen aussi, c'était peut-être pas forcément passionnant. Bon, tu gagnes, ça gomme un peu. Merci en plus, tu perds derrière. C'est chaud, quoi. Ouais, t'as raison, le mot principal, c'est jeu. Et je crois que le discours de Christian Dubé avant le match de samedi, parce que pour ceux qui étaient sur Mars depuis samedi, c'est lui qui était derrière la bande avec Pavel Rosa. Pavel Rosa était le prête-licence, on va dire, pour Christian Dubé, mais c'est Dubé qui a repris l'équipe. C'est faites-vous plaisir, les gars. Essayez des choses. Vous avez le droit de faire des erreurs en zone offensive. Vous avez le droit de tenter et de rater quelque chose. Et ça, finalement, c'est un message qui leur était pas donné auparavant. Ils étaient bridés offensivement, très stables défensivement. Mais finalement, moi, j'en reviens à Turmenen et à la manière dont il joue à Bienne. C'est structuré, Bienne, derrière. La relance, elle est très structurée. Mais en zone offensive, ils se font plaisir. Et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Ça tourne. Quand tu vois jouer bien offensivement, c'est hyper beau, c'est intéressant, ils tentent des choses. Évidemment, tu vas pas brider un Tony Rayala. Ce serait une erreur pas possible. Et justement, ça a été le message de Christian Dubé. Faites-vous plaisir, les gars. Et ça, c'est vu dès le lendemain, directement, je trouve. Il y avait de l'allant, il y avait de l'envie. Il y a eu un changement de ligne, mais moi, j'ai plus l'impression que c'était pour casser les automatismes, finalement. Parce que ça faisait quelques mois qu'ils jouaient tout le temps selon les mêmes lignes, etc. T'arrives, tu changes tout, tu casses les automatismes, tu recommences quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir plus tard à certaines combinaisons qui étaient tentées par Mark French, mais il y a cette rupture, elle était importante. Quand tu prends un joueur comme Andrei Bikov, quand tu prends Kylian Motet, quand tu prends David Dernay, Victor Stolberg, Brodin, je le mets peut-être un petit peu à part parce que c'est un joueur qui va gratter, donc j'ai l'impression que dans un peu n'importe quel système, il va être bon finalement, parce que c'est vraiment un joueur qui fait du bien. Mais tous ces autres joueurs, c'est plutôt des joueurs à qui tu dois donner un peu le puck, qui aiment porter le puck. Alors un Motet va être plutôt un buteur, un Sprunger va être un buteur. La même chose Sprunger, il est capable de marquer des buts, peu importe l'entraîneur finalement. Mais d'autres, tu sens que, ok, on fait comme nous dit le coach, et Mark French, des sorties de zone par exemple, qui étaient extrêmement... on va dire que le script était très écrit, hein. C'était toujours la même chose. Passe du défenseur, on sort par le côté, toujours la même chose. La pattern était strictement la même.
Ça, au bout d'un moment, je pense que sur 50, 60, 70, X matchs en plus, ouais. Moi, j'ai quelqu'un d'un autre club qui m'a dit avant le départ de French, qui m'a dit de toute façon avec ce coach c'est trop facile de jouer Fribourg, on sait exactement comment ils vont faire. Il n'y a aucun changement et durant le match il n'y a aucun changement non plus. Jamais, et j'ai pas mal analysé ça après avoir eu cette discussion, j'ai pas mal regardé le match Fribourg-Berne de mardi dernier. Et je l'ai re-regardé, c'était jeudi je crois. Fribourg avait donc l'avantage du dernier changement, il pouvait choisir la ligne qu'il allait matcher avec la bernoise. Et il a systématiquement mis sa ligne d'Ernest Stolberg contre Arcobello, Moser Ruffenhardt, en se disant si ma ligne 1 gagne le match contre la ligne 1, derrière je fais confiance à mes 3 autres lignes pour en tout cas faire jeu égal. Mais à aucun moment il a essayé de mettre sa ligne 1, à savoir Ernest Stolberg qu'il avait à cette époque-là, contre une ligne 3 bernoise, une ligne 4 bernoise. Vous regardez le match contre Rapperswil, l'engagement gagné par Dernay qui amène le 1-0, il renvoie sa première ligne du B, ou Rosa, le staff derrière le banc, renvoie sa première ligne contre la ligne 3 adverse, et il marque le but. Alors oui, ça se passe bien, ça se passera pas toujours bien, il y aura pas toujours un but, mais ça c'est un truc qu'avec French il n'y aurait pas, il y aurait pas eu cette adaptation, ce coaching actif ou proactif. Il y aurait eu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et il y aurait eu une vraie rigueur dans ce que veut Mark French dans son plan de match, duquel il n'aurait pas dérogé. Et là, c'était après 3-4 minutes seulement. Et juste d'avoir ce petit changement-là, je crois que les joueurs, ils ont vraiment apprécié ça en disant « Ah ben là, je vois qu'il y a un coach qui tente un truc, qui influe sur le match. » Et ouais, ça va vraiment changer la donne, je pense. Et on a des questions logiques autour de Fribourg. On est en train de regarder quel peut être l'entraîneur. Alors Dubé, comme il est directeur sportif, c'est lui qui a construit l'équipe, c'est lui qui est allé chercher ses étrangers. On était plutôt positif sur. Il n'y a pas de raison que ça change sur les changements opérés à l'intersaison. Mais maintenant, le suivant, Dubé, on a l'impression qu'il n'a pas forcément envie de rester. Il sait plutôt rester à sa place, qui va être dans les bureaux et dans les patinoires pour scouter des joueurs. Mais il y a aussi la part de responsabilité. C'est Benjamin Cholet qui dit quelle est la part de responsabilité de Dubé, Weber, Berger. Donc on rappelle juste, directeur sportif pour Christian Dubé, nouveau président pour Hubert Weber et directeur général pour Raphaël Berger. Alors, je me permets de répondre. Mais alors, permets-toi. Raphaël Berger, sur le coup, je vois pas tellement ce qu'il vient faire là-dedans, puisqu'on est majoritairement sur un aspect sportif, donc lui, je l'absous totalement. Et il a surtout 2-3 choses à faire, parce qu'il y a une petite patinoire à construire, il y a un merdier pas possible à faire en coulisses. Pour y être allé, ça a l'air de bien se passer, on voit pas tout, on voit clairement pas tout ce qui se passe derrière, si ça se passe bien ou pas. Mais je crois que cet aspect-là est bien géré et c'est en grande partie grâce à lui. Hubert Weber, il arrive depuis le mois de juillet. Il était déjà au conseil d'administration avant. Exactement. Dans l'absolu, compliqué de lui jeter la pierre maintenant. Il est un peu arrivé, il est poussé sur le devant de la scène. Il a accepté, mais... Donc, difficile. Après, Dubé, voilà. Pour les entraîneurs, saquer un entraîneur, nous qui aimons bien, l'Amérique du Nord, c'est un truc, on attend quand même, on se dit... Attendons de voir. J'ai pris une décision, je veux mettre ce coach. On a tendance à pas trop surréagir. Là, tu me diras, ça fait déjà un moment que French est en place. Et puis là, tu vois que le ressort est cassé. Alors, est-ce que c'est la faute à Christian Dubé ? Le seul truc qu'on peut dire, c'est effectivement cette prolongation peut-être un peu rapide qui a été faite de le prolonger jusqu'en 2021. Et c'était au mois de novembre 2018. Oui, c'était il y a pile une année en fait. Et Mark French était en fin de contrat. Je sais pas, je crois qu'ils ont eu peur de se le faire piquer. Mais honnêtement, avec du recul, c'est une erreur, c'est clair. Ça fait partie de l'analyse qui doit être menée à Fribourg. Pourquoi on l'a prolongé si tôt ? Qu'est-ce qu'on a fait faux à ce moment-là ? Est-ce qu'on aurait dû attendre ? Quel risque on prenait d'attendre finalement 3-4 mois pour en savoir un peu plus ? La saison s'est pas bien passée derrière finalement. Donc, est-ce que tu prends la même décision si ton coach... Avec ton coach, ça se passe pas bien et que tu rates les playoffs, est-ce que tu lui donnes vraiment 2 ans ? Est-ce que tu lui donnes pas qu'une année peut-être en disant 1+1 ? On donne une année plus option une deuxième année si on fait les playoffs ? J'en sais rien. Avec 3 mois de recul, ils auraient peut-être... Moi, j'aime pas juger en ayant vu le résultat et puis dire voilà, ça c'était faux. Non. Par contre, là, tu peux te dire différemment. Tu peux dire, s'ils attendent 3 mois, ils lui donnent pas ce contrat de 2 ans. Donc, est-ce que là, c'est un poil précipité, surtout que le marché Mark French n'était pas énorme à ce moment-là, j'ai l'impression. Je pense que petit peu de patience à ce moment-là, ça aurait pas fait de mal. Après, voilà, je pense que payer un entraîneur dans le vide, ça fait partie du jeu pour beaucoup de clubs. Et c'est de l'argent qui est pas le mieux investi du monde. Malheureusement, ils ont pris une décision. Je pense que c'était la bonne. Après, voilà, ça n'enlève
n'enlève rien à certaines qualités qu'a Mark French. J'ai l'impression que, et je parle pas de ce qu'il apprécie, mais j'ai souvent l'impression, une fois qu'un entraîneur est viré, les langues commencent à se délier. Ah, il était trop ci, il était trop ça, il était comme ci, il était comme ça. Puis on commence à entendre plein d'histoires autour d'un gars. Bah, moi, en tout cas, les rapports que j'ai eu avec Mark French pendant 3 ans, professionnellement, il était hyper carré. Il venait tout le temps répondre très cordialement aux interviews, on va dire. C'était un vrai professionnel, finalement. Il est venu avec son système, il est venu avec ses idées. Bah, il est reparti avec, du coup, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ses idées étaient peut-être pas les bonnes pour cette équipe de Fribourg? Je pense que c'est un peu là qu'il faut voir la réponse. Ouais, je pense effectivement que maintenant, à Fribourg, on veut du jeu. Effectivement, aujourd'hui, on a dit du plaisir. Maintenant, la question de la succession de Mark French se pose avec Dubé en intérim. Est-ce que... Alors, il y a Merlin qui demande, c'est presque une demande solennelle, est-ce qu'on peut faire taire ceux qui pensent que Del Curto, ce serait une bonne idée à Fribourg? Alors oui, on les fait taire tout de suite. Non, ce serait pas une bonne idée de prendre Arnaud Del Curto à Fribourg. Non, ce serait pas une bonne idée de prendre Chris Maxerley à Fribourg. Non, ce serait pas une bonne idée de prendre Hubert Audria à Fribourg. Enfin, non, il y a des noms comme ça qui font pas sens. Et Arnaud Del Curto, c'est un coach qui ne fait pas de vidéo. Ça commence par là, en fait. Ouais. C'est en 2019. En 2019, à un moment où les équipes sont toujours plus préparées, toujours mieux préparées, chaque détail est scruté, chaque sortie de zone adverse est analysée pour savoir comment la contrer, etc. 10 fois plus qu'il y a 15 ans quand Arnaud Del Curto avait du succès. Donc non, faut arrêter. Arnaud Del Curto. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Ça veut dire juste qu'il est plus en accord, selon nous, avec son temps, en fait. Bien sûr, ouais, lui, il continue à manger la viande crue alors qu'on a découvert le feu, quoi. En gros, ouais, c'est peut-être moins bon, j'en sais rien. Mais non, Del Curto, non. Enfin, faut arrêter. Il s'est complètement grillé à Zurich. On avait eu, en fait, Walter Frey, qui est un ami de Del Curto, l'a fait venir à Zurich en fin de saison dernière. À part le cinéma autour de l'arrivée d'Arnaud Del Curto. Ou alors tu mets 2 assistants avec Del Curto, puis tu mets juste ton pantin sur le banc qui attire la lumière. Ouais. Mais même ça, moi honnêtement, j'adorerais, parce que j'adore l'homme. Oui. Mais non, faut être sérieux. Et est-ce qu'on a quelques noms? Alors c'est Tom Maillot qui dit nom de coach pour Fribourg. Est-ce qu'il y a des idées? Tu en as sorti déjà 4. Ouais, j'ai réfléchi, j'ai pas... Ouais, pardon. C'est des noms qui sont sur le marché, c'est des entraîneurs qui se sont proposés, de ce que je sais, les 4. 3 parce que le 4e c'est Christian Dubé. Oui, bien sûr que Shane Simpson est sur le marché. Est-ce que c'est la bonne réponse? J'en sais rien. Ivano Zanata en Suisse comme coach, il n'a pas une énorme expérience finalement, mais par contre c'est quand même un gars qui a coaché le SKA Saint-Pétersbourg, de rien. Sundvall, un Suédois qui vient de Rebro que j'aime bien, je trouve qu'il a il a un parcours de joueur qui est intéressant, et moi tout ce que j'entends de cet homme est positif. Après, c'est un gars qui connaît pas la Suisse, et c'est vrai que ça peut être dangereux de faire venir un gars qui connaît pas le championnat de Suisse. En même temps, ça reste du hockey, la patinoire, elle a une taille pareille qu'en Suède. Mais des noms, il y en a autant qu'il y a d'entraîneurs sur le marché. Donc c'est vraiment difficile. Et actuellement, je pense que le stade, quand vous écouterez cet épisode, on l'enregistre nous le mardi, et il sera diffusé le mercredi. Donc peut-être qu'entre-temps, on aura eu une réponse. Mais au moment où on enregistre, là, on est au tri des dossiers. Donc peut-être qu'il y en a 50 sur le bureau. Donc il y a autant de noms disponibles. Est-ce qu'au sommet de la pile, parce que tu n'en as pas parlé, mais on est à Fribourg, est-ce qu'il y a le dossier de Slava Bikov? Non. Ça aussi. C'est comme Del Curto. Ça aussi. C'est vrai qu'on a échappé à cette question. Il n'y a pas des gens qui ont dit est-ce que Slava Bikov pourrait venir? Il a trop à perdre, Slava Bikov. En fait, Slava Bikov, il a besoin de rien dire et juste d'être là. Et ça suffit. Il a une telle aura à Fribourg que s'il doit faire quelque chose, il a un risque de mal le faire et donc d'écorner son image. Exactement. Donc en fait, soit là, soit Slava Bikov. Ça suffit largement. Et bouge pas. Donc non, je pense que Slava Bikov ne sera pas le futur entraîneur de Fribourg-Gotteron. Puis on avait une question qui date de la semaine passée, on n'avait pas pu y répondre. Pour le coup, je sais pas si tu vas te sortir avec ça, mais je suis sûr que tu vas arriver à nous trouver une bonne réponse. C'était Joël Frossard qui demandait Stalder à Planalp, la paire avec les étrangers sous Mark French. Qu'est-ce qui a changé justement maintenant? Parce que je pense que cette paire-là n'est plus avec... les étrangers, maintenant, est-ce que les étrangers n'étant plus ensemble? Exactement, donc il y a eu pas mal de changements, mais c'est vrai que c'est une des choses. Moi, je me suis aussi questionné à ce propos, pourquoi je t'allais à Planalp avec tes étrangers. La réponse que j'ai obtenue, c'est pas de la part de Mark French, de l'encadrement. Au moment où French était encore en place, c'était il veut avoir une paire stable défensivement pour permettre à ses attaquants de pouvoir jouer, etc. Très bien. Première mesure de Christian Dubé, c'est de mettre Philippe Fourer avec Ryan Gunderson, puis de faire jouer cette paire avec la ligne de David Desharnais.
Là, c'est clairement autre chose. Et on va voir un Ryan Gunderson beaucoup plus intéressant désormais, avec une vraie liberté offensive. Et c'est ça. Moi, je pense que l'une des pistes de réflexion de Christian Dubé, c'est OK, comment je fais pour que ma défense participe plus au jeu. Maximiser mes joueurs aussi. Exactement. Et on va voir un Jérémy Camerzin beaucoup plus offensif, on va voir un Gunderson beaucoup plus offensif. Et ça, si vous regardez Fribourg ces prochains temps, ça va être intéressant de voir à quel point ces joueurs-là, les deux, je pense, ça va être les deux meilleurs exemples. C'est Camerzin et Gunderson. À quel point ils vont participer à l'attaque, ils vont venir appuyer. Ça, c'est un tout petit peu vu en début de saison. On rappelle que Marc Capanal a mis 2 buts en début de saison. On a vu Stalder tenter se projeter. Mais là, maintenant, il va vraiment y avoir 5 attaquants sur la glace à certains moments. 5 attaquants. 5 joueurs qui vont avoir une liberté offensive et de la place pour s'exprimer. Et moi, j'aime bien voir Fourer avec Gunderson. Cette paire, elle peut vraiment être intéressante. Et surtout, si on peut faire jouer Gunderson, parce qu'il devait vraiment être frustré depuis le début de saison, lui. Mais ça me rassure, parce que quand je te posais la question l'autre fois sur le powerplay, notamment aussi sur les tirs, finalement, ça joue aussi à 5 contre 5. Hein. Parce que là, typiquement, c'est Dubé qui l'a pris. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il est allé chercher. Tu te dis que tu aimerais quand même bien pour utiliser le 100% des capacités de Ryan Gunderson plutôt que 80 ou moins. Hein, quand il allait le scouter en Suède, il a vu un joueur sur la glace qui était dans la All-Star Team de Swedish Hockey League. Ouais. C'est un joueur qui est offensivement intéressant, qui est doué. Voilà, tu l'utilises. Et là, il n'était pas utilisé à Fribourg pour l'instant. Quentin de Lavie qui nous demande, on finit, c'est la dernière question à propos de Fribourg et on passera après à Genève. Est-ce que Béra est une assurance tout risque ? Est-ce que c'est bien d'avoir cassé sa tirelire ? On avait déjà répondu à cette question, mais on répondra de manière assez courte. Oui, pour moi, c'est une bonne idée d'avoir cassé sa tirelire, dans la mesure où tu sais ce que tu as et tu as un gardien de l'équipe nationale. Ce serait... Maintenant, pensons en fait dans l'autre sens. S'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce qu'il aurait ramassé pour ne pas avoir réussi à garder un gardien international ? Quel est le message que tu envoies à tes fans au niveau des ambitions, quoi. Ouais, puis il faut poser la question à Berne et à Lugano s'ils ne trouveraient pas super d'avoir un gardien cette carrure-là, plutôt que d'avoir d'un côté Niklas Schegel et Pascal Caminada, et de l'autre côté Zurkirchen et Stefan Müller. Je pense que c'est deux clubs qui seraient très 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 contents d'avoir Reto Berra devant le filet. Et quand on va voir le cirque à Berne autour des gardiens cette saison, on a déjà suffisamment dit avant le premier engagement de la saison que ce serait compliqué pour Schlegel de jouer. On est en plein dedans. Hein. Il est quasi moins utilisé que Pascal Caminada en ce moment. D'ailleurs, on a une question à ce propos. Gardien étranger à Berne, c'était YL Blanc qui me posait la question. Il mentionnait Gilsen, ou il mentionnait un autre des gardiens étrangers. On a vu que maintenant il y a Johnny Ortio qui a signé à Zurich. Exactement, c'est marrant. Hein. Ouais, on s'est posé la question. Il s'entraînait depuis le début de la saison avec Zurich. Donc, mais est-ce que le gardien qui s'entraîne en Suisse, tu te dis on va couper l'herbe sous le pied potentiellement ? Johnny Ortio est finlandais, Kari Ylönen est finlandais. Je ne sais pas si c'est relier des points que de se dire que potentiellement Ortio aurait pu être une solution à Berne. En tout cas, à Berne avait clairement les moyens. Tu mentionnes Schlegel, je regardais juste sa moyenne. Il est à 92,31, mine de rien, hein, % d'arrêt. Ouais, mais combien de soft goals encaissés ? Alors, je suis tout à fait d'accord. On m'a dit qu'il n'arrêtait pas des ballons de plage depuis le début de saison, ce gardien, c'est terrible. Et effectivement, quand il se fait chasser après 5 minutes contre Lausanne, il se prend 2 mauvais buts. Enfin, non, mais ça va pas. Tu passes de Giannoni à Schlegel, franchement, faut être prêt. Hein. Ce qui est drôle, c'est que faut se mouiller la nuque. Mais clairement. Giannoni 88-6, c'est assez amusant, même si Zug est en train de remonter la pente. Hein, puis surtout, il marque beaucoup de buts. Donc, à la rigueur, ça gomme finalement les buts que Giannoni prend, parce qu'ils arrivent à en marquer un de plus. Exactement, ça c'est l'avantage. Mais non, moi je pense que Berne sera sur le marché pour un étranger. Il y est déjà, en fait, et il y est depuis quelques temps. Alors, on suit le théorème Colfax. C'est que plus on parle tôt de vous, moins ça se passe bien. Fribourg, ça s'imposait parce qu'il y avait eu tout un changement avec le coach. Genève, d'un point de vue sportif, ça va mieux au classement, mais pas forcément mieux sur la glace, avec 4 défaites de rang. La dernière en date, c'est un 6-5 contre Davos Auvernais. On va pas dire, on vous l'avait dit, mais on va dire que ça nous surprend malheureusement pas qu'il y ait un petit coup de mou de la part de Genève, après finalement une période où il y avait eu 5 victoires sur les 6 premiers matchs, une série de 4 victoires de suite, où on se disait, wow,
on se posait la question, on a même répondu en disant qu'on avait l'impression qu'il surperformait. Hein, Bien sûr, c'était le cas. Et là, c'est finalement un peu la confirmation, malheureusement, que Genève était peut-être en sur-régime. Alors écoute, oui, et j'ai regardé un peu les chiffres de Genève depuis le début de saison. Et sur les 7 premiers matchs, donc 6 victoires, 1 défaite, c'est 21 buts marqués, 10 encaissés. C'est 10% de réussite au shoot, c'est tout à fait dans la norme. C'est 95,7% d'arrêt des gardiens. Donc si tu cumules les deux, ça te fait un 105,7 de PDO. On sait, hein, au-delà de 103, ça devient pas mal dans la chance, hein, ou... Pas la chance, mais ça surperforme pas mal. À le 105, PDO, excuse-moi, tu peux rappeler le PDO? c'est l'accumulation du pourcentage de shoot et du pourcentage d'arrêt des gardiens. En théorie, tu dis 10% au shoot, 90% d'arrêt des gardiens, c'est 100, c'est la moyenne. On tend vers ça sur une saison pour toute la ligue. Les bonnes équipes vont être à 101, 102, 103 max. Et en fait, si tu regardes sur un temps donné, l'accumulation de ces chiffres, ben là, quand tu es à 105,7 pour Genève sur les 7 premiers matchs, tu sais que ça va redescendre. La loi de la moyenne de Stéphane Rochette, un peu. Alors, c'est sa manière de l'exprimer, effectivement. Ouais. Et j'ai regardé derrière, tu as 89,3 d'arrêt des gardiens, tu as toujours ton 10,1% de réussite au shoot. PDO 99,4. Donc là, c'est presque la moyenne avec une très légère sous-performance, disons. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que Genève concède un peu plus de shoot et tire un tout petit peu moins. Donc, tu tires moins, tu marques forcément un petit peu moins si tu gardes ton 10%. 89-3 des gardiens, bah forcément, il y a un petit souci. Il y en a eu 6 contre Davos, ça change aussi un petit peu, on est d'accord, mais 5 contre Zug. Là, oui, il y a un petit glissement à Genève en ce moment, c'est clair. On a l'impression aussi que certains joueurs sont un petit peu... est-ce qu'ils rentrent dans le rang aussi? On a l'émergence d'autres joueurs, notamment Roger Carrère qui fait un super match, en tout cas au niveau des feuilles de statistiques, avec 2 buts. On en parlait aussi au début de saison quand on analysait le contingent. Toi, beaucoup plus que moi, tu étais très favorable à Carrère. Moi, je me disais, oui, on en attendait beaucoup il y a quelques années. Puis voilà, il fallait qu'il se sorte. J'ai l'impression que Simon Lecoultre s'est aussi sorti un petit peu plus vite que Roger Carrère dans la liste des nouveaux arrivés à Genève. Genève aura besoin d'un Roger Carrère aussi costaud, quoi. C'est intéressant de voir Carrère comme il va émerger à Genève. Et s'il émerge, on pourra clairement poser la question un jour et faire le sujet avec Marco Maurer. C'est lui qui joue avec lui. Et pour ceux qui suivent bien, l'année passée, il était très proche de Yanis Moser, Marco Maurer. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, ce joueur qui était longtemps considéré comme une grosse brute et qui était juste un bourrin, peut-être que c'est un bon mentor pour certains jeunes joueurs. Et on comprend peut-être aussi pourquoi les jeunes voix sont allés chercher Marco Maurer. C'est dire, ok, t'as cette qualité-là, t'as cette capacité-là. Et de mettre Carrère avec lui, c'est pas anodin. Tu disais très justement que certains rentrent dans le rang. On peut penser à Denis Smirnovs, même si l'autre soir, il est de nouveau présent sur la feuille de marque. Mais avec l'absence de Tanner Richard, dans un premier temps, ils ont remis Smirnovs entre Winnick et Wingles. Mm-hmm. Et là, maintenant, non, ils ont mis Winnick au centre avec Rod d'un côté et Wingles de l'autre. Donc, c'est la preuve aussi, je pense, qu'ils disent, ouais, là, il ne faut pas qu'on crame trop nos jeunes. Avant la saison, on m'a dit une dizaine de matchs, ça va aller au-delà du 10e, ça va commencer à être difficile de trouver son second souffle. Oui. On est en plein dans cette période-là. Tu les exposes moins aussi. Hein. Et c'est ça. Exactement ce que tu disais avec French sur l'utilisation des premières lignes. Hein. Si tu fais toujours 1, 2, 3, 4, peut-être que là, la troisième ligne, elle est contre la première ligne adverse ou tu essayes de la matcher avec une ligne un petit peu plus faible, peut-être adverse. Et pour donner plus de chance à tes jeunes de pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir comment Patémon joue avec ses lignes. Exactement, ouais, tout à fait. Mais là, il est au centre de Guillaume Maillard et Miranda. Il reste actif en powerplay, Denis Smirnovs. C'est bien, je pense. Tu fais faire un petit pas de retrait en ce moment en disant, voilà, t'as beaucoup donné. Je pense aussi émotionnellement, même si on me dit qu'il a la tête sur les épaules, ce joueur, quand même, il a été placé sur le devant de la scène très tôt. Il avait le casque jaune après quelques matchs. C'est pas simple, hein. C'est pas simple à encaisser. Donc, je trouve totalement normal qu'il ait ce petit coup de mou actuel. Mais finalement, est-ce que c'est Smirnovs qui a un coup de mou ou c'est juste peut-être un peu toute l'équipe qui sous-performe actuellement? Aller prendre 2-0 à Rapperswil, c'est compliqué. Le début de cette crise, ouais, on peut presque parler de crise. 4 défaites de suite, c'est cette défaite contre Fribourg où Genève fait vraiment pas un mauvais match, mais ça se passe pas bien. Au bout du compte, Fribourg trouve un moyen de gagner par des harnais en prolongation. Derrière, tu as la défaite réglementaire à Zug.
5-1 comme toujours. Ouais. Puis après, ben voilà, tu as Rapperswil Davos le même week-end. Enfin, tu glisses vite finalement par chance. Peu d'équipes sont régulières en ce moment en fait. Donc avec 17 points, Genève est quand même toujours dans le top 3. À une nuance près, c'est que beaucoup d'équipes ont largement moins de matchs que Genève. Donc si tu prends par exemple, rien que Davos, 6 matchs, 11 points, ils sont 10e. Mais théoriquement, ils sont devant Genève. Après, sachant qu'ils ne vont pas gagner forcément tous leurs matchs et qu'ils auront une grosse accumulation de matchs à récupérer avec des journées où certains joueront pas. Et eux, voilà, ils auront peut-être un bon rythme, mais ils auront aussi beaucoup de matchs. C'est une équipe très jeune aussi, pas oublier Davos avec un entraîneur novice à ce niveau-là de la compétition. Pour l'instant, ça joue plutôt pas mal. Davos. Alors ça, c'est le truc qu'il faut faire très attention. Faut pas faire les livrets de 3 quand un club a des matchs de retard, puis juste dire, bon, mais Fribourg, c'est 7 matchs, 5 points. Ils ont 4 matchs de retard sur Genève, tu leur rajoutes 12, les livrets de 3. 17, ils égalisent Genève. Ouais, c'est un poil plus compliqué Davos, que ça. Tu rajoutes les matchs, puis ils sont en tête. Et c'est ça. Donc, faut peut-être pas aller aussi vite que ça. Mais oui, Genève est certes 3e, mais faut pas s'endormir avec cette 3e place parce qu'il y a que 5 points d'avance sur la barre et 2 matchs en plus que Rapperswil. Genève, on avait une question qui date d'il y a à peu près 2 semaines. On a parlé de Smirnovs et ça permet de rebondir sur les cas en fait des joueurs binationaux. C'était la question, quelle est la différence finalement entre Denis Smirnovs et Sandy Smons et Petr Kashka, qui est l'étranger en fait, mais qui a beaucoup joué en Suisse, parce qu'il est arrivé en Suisse à peu près au même âge que Smirnovs. Et puis Greg, je te laisse... Bon, on a posé la question à Olivier Drault, qui est juriste, avocat et qui est spécialisé dans le domaine du sport. Et accessoirement, il est passionné de hockey, donc je pense que c'était un peu la personne idéale pour répondre à cette question. Donc on lui a demandé quelle est la différence entre les cas Smirnovs et Kashka finalement du côté de Genève. Avant de revenir sur les différences qui pourraient exister entre ces deux cas, je pense que c'est bien de présenter le système actuellement en vigueur dans le hockey suisse, et notamment quant au statut des joueurs. Il faut savoir qu'il y a 3 distinctions à faire en Suisse. De 1, les joueurs de nationalité suisse, et ça inclut également les binationaux. 2, les joueurs étrangers. Et 3, et ça on l'oublie souvent, les joueurs étrangers qui jouent avec une licence suisse. Les cas de Smirnovs et Kashka, ils vont justement nous permettre de parler de ces dernières catégories, à savoir les joueurs étrangers qui jouent sous licence suisse. En fait, pour résumer, si un jeune joueur étranger effectue 5 saisons d'au moins 10 matchs dans les différents championnats espoirs du pays, c'est-à-dire Mosquito à junior, il acquiert ce qu'on appelle un statut assimilé suisse. Donc, à considérer qu'il évolue par exemple en National League, ce joueur comptera pas comme un joueur étranger et ne sera donc pas soumis à la fameuse limite. Pour revenir au cas de Smirnovs et Kashka, on se rend donc compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre eux, ou du moins par rapport au but de leur venue en Suisse. Pour eux, la donne a été claire. Ce qu'ils sont venus chercher, à mon avis, c'est l'obtention à moyen terme de la licence suisse, que ce soit dans leur propre intérêt ou même dans l'intérêt de leur club suisse formateur, comme ça a été le cas pour le GSHC avec Smirnovs et Smons. Maintenant, si on veut vraiment trouver une différence entre ces deux cas, on pourra simplement signaler que Smirnovs, il a obtenu la licence suisse cette année, alors que Kashka, il devra encore attendre le début de la saison prochaine. Et ça s'explique en fait simplement par le fait que même si les deux joueurs ils sont arrivés la même année en Suisse, c'est-à-dire en 2014-2015, le problème c'est que Kashka il a effectué une parenthèse nord-américaine lors de la saison dernière où il a évolué pour une équipe de OHL, alors que Smirnovs il a directement enchaîné 5 saisons d'affilée dans le mouvement junior genevois. Ce qui explique en finalité que Smirnovs il se retrouve à jouer actuellement avec une licence suisse, alors que Kashka, on l'a vu en début de saison, il évolue cette saison encore comme étranger et devra attendre la saison prochaine pour obtenir sa licence suisse. Le fait que Kashka ait été aligné comme étranger ne change en fait strictement rien au processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la condition fondamentale pour obtenir une licence suisse, c'est cette fameuse durée de 5 saisons d'au minimum 10 matchs à effectuer dans les championnats espoirs, comme on l'a vu avant. Le fait que Kashka il ait déjà été utilisé comme étranger par le GSHC, ça ne change donc rien. En finalité, c'est uniquement le nombre de licences étrangères à disposition du club genevois qui sera impacté par la décision d'aligner le jeune tchèque. Mais ça ne change pas le fait que le GSHC pourra demander une licence suisse pour Kashka dès la saison prochaine. Mine de rien, pas mal de joueurs bénéficient de systèmes,
Certains clubs sont, on va dire, assez conscients de l'existence de ces règles et ces clubs n'hésitent pas à s'en prévaloir afin d'intégrer de jeunes talents à leur mouvement junior vers l'âge de 14-15 ans, ce qui a par exemple été le cas de Smirnov Sismons, que le GSHC est allé chercher en Lettonie. D'ailleurs, à ma connaissance, le club genevois est le club le plus représenté dans les joueurs assimilés comme suisses, avec en plus des deux Lettons, Boson, Douai, Berton et bientôt donc Kachka. Après, comme autres joueurs notables dans la même situation, on pensera encore à Zwerger et Hofer qui évoluent à Ambry, Ulmer à Bienne ou encore Thierry à Zug. Ce qu'il faut en finalité pas oublier, c'est que le but de ces dispositions, c'est pas de se retrouver avec une quantité astronomique de joueurs étrangers avec licence suisse. Le but premier, c'est en effet de développer des joueurs de nationalité suisse, et je pense que c'est le but un peu de chaque formation dans un pays concerné. Il faut notamment penser aussi à l'évolution et à l'intégration de ces joueurs dans l'équipe nationale. Et ça, on va pouvoir le faire avec des joueurs de nationalité suisse et pas des joueurs de nationalité étrangère qui jouent sous licence suisse. Et c'est pour cette raison notamment que certaines limitations existent quant à l'intégration de joueurs étrangers dans les championnats espoirs. On peut notamment penser au fait que seuls 2 étrangers sont admis par équipe dans les championnats juniors élites et que d'autres restrictions existent également pour les novices élites. Alors un grand merci à Olivier Drault pour sa réponse plus qu'étayée. Je pense que là on est incollable et vous serez incollable si vous le réécoutez dans quelques semaines. C'était plus que magnifique. C'est le petit plus Colfax, vous nous posez les questions, on va à la source de l'info là. Et puis on passe à Lausanne qui joue un peu au oui-non. C'est succès 3-1 contre Ambry mais qui faisait suite à une défaite de 1 à Bienne. Lausanne qui a répondu à la demande du 5e étranger puisque Corey Emerton est sur le flanc pour encore 2-3 semaines, quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement le moment où il pourra revenir. Ils sont allés chercher Max Verne, je ne sais pas si je le prononce correctement parce que mon finnois n'est pas extraordinaire. Voilà, ça c'était Elite Prospect qui disait le nom, mais donc on est pas mal, ouais. Plutôt c'est quoi, c'est un ailier ou c'est un centre ? C'est un centre. Il va jouer centre. De ce qu'on m'a dit, c'est un centre défensif. Alors quand on regarde les stats, parce qu'on a à peu près que ça à se mettre sous la dent, à part ou des reflets YouTube, je sais pas, ça frappe pas beaucoup. On a l'impression que les supporters, je suppose, doivent être un peu dans l'expectative. Ils attendaient peut-être des gars qui ont été coupés de NHL, puisque la saison vient de commencer, des gars qui veulent peut-être pas jouer en AHL, et donc venir tenter leur chance en Suisse, mais en même temps, il faut se dire que c'est un contrat d'1 mois. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui acceptent aussi ces conditions-là, quoi. Alors ouais, moi je me suis renseigné en Finlande directement dès que j'ai entendu le nom. On m'a dit centre défensif, aucun impact en Suisse. Bon bah ok, c'est noté, merci beaucoup. Je pense que c'est un peu direct. Disons, moi je pense que cet engagement nous montre un truc. C'est qu'ils sont très contents d'avoir ces centres étrangers et que quand Emerton manque, ils n'ont pas envie de changer leur puzzle puis de mettre Cody Almond au centre. Et donc d'aller chercher un ailier buteur, admettons. Exactement. Et non, ils veulent continuer avec Almond à l'aile, ça se passe bien, donc t'engages ton centre étranger. En donnant un contrat d'1 mois, franchement, le risque il est limité. Si c'est juste, si c'est un peintre, c'est pas très très grave dans le sens où dans 1 mois il est plus là. Et ouais, même... puis un peintre finlandais qui a des responsabilités défensives. Je me dis à la rigueur, voilà, il va peut-être pas te marquer des doublés, mais est-ce qu'il va te coûter des matchs en étant assez responsable défensivement? Non, et puis dans 2 semaines ou 3 max, Emerton est de retour, donc même sur ce mois de contrat. Tu as peut-être juste 3 semaines besoin absolument de lui pour remplir un maillot, entre guillemets. Et après, si c'est une vraie bonne surprise et puis qu'il s'adapte bien et puis que Peltonen est content de ce que lui apporte Max Verne. On rappelle qu'on parlait en début de saison de l'absence de certains joueurs de rôle à Lausanne, de beaucoup de talents offensifs, beaucoup de joueurs créatifs et capables de jouer au hockey, de tous vouloir aller sur le powerplay qui va venir défendre. Est-ce que finalement d'avoir un profil peut-être un peu moins clinquant, mais finalement qui fait d'autres choses, d'autres choses juste sur la glace, est-ce que c'est pas perdu ?
C'est une bonne question à se poser. Moi, je trouve que tu as assez raison. Il y avait d'ailleurs une question aussi qui nous demandait la semaine passée, est-ce qu'il n'y a pas trop de vedettes à Lausanne? Ça va un peu peut-être dans ce sens-là aussi. Voilà, en tout cas, là, moi, je vois les avantages que je vois dans cet engagement, au-delà du fait que oui, tu te dis, 25 matchs, 4 buts, aucune passe décisive à Yekerit l'année passée, ouais, ça fait vraiment pas rêver, on est bien d'accord, mais les avantages que je vois, c'est un, contrat de courte durée, donc risque très 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 limité. 2, il remplira un rôle et il permettra de remettre Cody Almond sur son aile, donc très bien. 3, ça te permet de pallier l'absence de Corey Emerton à très court terme et de donner un peu de temps pour peut-être trouver la bonne personne dans un mois. Est-ce que dans un mois, les gars qui seront retournés en HL et auront plus envie de ça, finalement, on se dirait non mais c'est bon, quoi. Moi, faire les déplacements en bus, j'ai pas envie de ça. Bah non, je vais aller en Europe. Et peut-être que ce mois de marge va aider Lausanne à trouver la bonne personne. Donc moi, je vois aucun, on va dire, downside, aucun désavantage finalement dans ce choix. Et que des avantages potentiels. Après, il faudra voir sur la glace que ça donne. Succès 3-1 contre Ambry, on l'a dit avant. Un succès qui a mis du temps à se dessiner. Et c'est le 3-1 était dans la cage vide. Lausanne qui jouait sans Kenin, sans Vermin, sans Emerton. Enfin, c'était quand même finalement une victoire qui fait du bien parce qu'il a fallu un peu lutter contre les circonstances. Il a fallu rappeler Lee Roberts quand même. Voilà, de parce qu'on Rockets. On sait que le contingent lausannois, en tout cas en attaque, il est plus que limité. Oui, c'est costaud. Si tout le monde est là, tu peux jouer avec un 13e attaquant qui était souvent Tim Trabert ces derniers temps. Là, on t'en enlève 3 et t'as toujours pas ton étranger de rechange. Tu joues avec 11 attaquants, du coup. C'est ça. C'est assez impressionnant, finalement, de voir à quel point tu es en danger assez vite, finalement. Une suspension en Vermine, au passage, j'ai toujours pas d'avis. Je n'arrive pas à avoir un avis sur cette suspension de Joël Vermine. Je sais pas ce que toi tu en penses. Donc on rappelle, la veille contre Bienne, il a été suspendu pour un coup de lame à Kunsley qui était au sol. Je sais pas, t'en penses quoi? Pareil, je sais pas. Le seul truc que je peux me dire, c'est que Vermine, normalement, n'est pas un joueur méchant. C'est pas un joueur qui ramasse beaucoup de pénalités. Tu m'aurais dit que c'était Christian Marty. Je t'aurais dit, ah ouais, bon, tiens, ça s'ajoute au dossier. Mais là, j'accepte la décision des personnes qui sont plus habilitées que moi, en l'occurrence. Donc, Colfax les avis tranchés, quoi. Deux types qui n'ont aucune idée. Ouais, non, mais c'est vrai que les images. C'est rarement noir ou blanc, finalement, dans ces histoires de suspension. Je pense qu'on essaye souvent d'être assez pondéré sur, justement, c'est pas un scandale ou un truc. Enfin, non. Et là, ça va. Vraiment, moi, je pense que tu peux donner les deux décisions. Tu arrives à avoir des gens qui disent non, mais c'est un scandale que Vermin ne soit pas suspendu pour ce coup de patin. Et d'autres qui disent non, mais attends, il essaie de se libérer de Kunsley qui est en train de le crocheter. Donc, ouais, voilà, il a pris un match. Lausanne l'a gagné. Il n'y a pas eu de conséquences. Vermin, ça l'a reposé un soir avant de partir en Ligue des Champions. Bon, c'est pas si grave. C'est ça. Ce qui est un petit peu plus grave, après, c'est à voir hein, sur le long terme, c'est cette info que notre confrère, ton collègue Jérôme Renard a sorti à propos de Ken Stickney de 14 millions qu'il doit en fait et pour les loges, pour toute une partie VIP. Cet argent a été avancé, a été trouvé par le président Patrick Depreux qui a sonné la charge auprès de ses contacts. Finalement, il a obtenu ça et Ken Stickney maintenant doit 14 millions à ces gens-là. Il doit rembourser ce prêt qui a été fait. Et Tom Maillot dit souci de finances à Lausanne, 14 millions de Stickney. Est-ce que c'est inquiétant vu l'historique de Stickney à Cloton? J'ai envie de dire que maintenant, la nouvelle patinoire, elle existe. C'est que si la nouvelle patinoire n'existait pas et était encore dans les tuyaux, comme par exemple à Genève, désolé, tu pourrais potentiellement te dire, oulala, là maintenant, tu as un outil de travail qui est fonctionnel, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, on a vu qu'il est là. Les gens trouvent que c'est un bel outil. Qui est plus simple si tu dois aller, si ton propriétaire se taille et que tu dois aller rameuter quelqu'un d'autre à venir, il y a quelque chose, il y a une bonne base maintenant. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est marrant, au moment où Stickney débarque à Lausanne, une personne de confiance me dit mais tu te rends compte qu'il n'a pas payé son leasing pour sa Mercedes à Cloton. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va payer son leasing pour sa BMW à Lausanne? Je trouvais ça rigolo comme puis j'ai dit ouais mais quand même à Lausanne ce que tu disais ouais non mais il y a un bassin, il y a ci, il y a ça fait ouais moi je me méfie vraiment de Ken Stickney. Je sais que je suis pas le seul, pas mal de joueurs aussi se méfient de cet apport
un petit peu trouble, disons, pas en termes d'honnêteté ou de... C'est pas légal, je dis ça, est-ce que vraiment il a l'argent? Et question que je me pose aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est assuré, qui est suivi par Avenir, le groupe de William Gallagher. William? Oui. Ouais, Bill, ouais. Bill, voilà. Ouais, mais Voilà. c'est juste. Ils ont les reins très, 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 très solides. Et du coup, la question que je me pose, est-ce qu'ils pensent que l'investissement fait à Lausanne est à ce point rentable, ou est-ce qu'ils se disent, bon, bah, tirons-nous de là, on va revendre les actions au moment où on peut. Ça tombe bien, il y a des gens qui vont les reprendre. Là, c'est vraiment je lis la situation comme ce que j'entends dans le milieu, hein, mais Il a racheté le club 8 millions, je voilà, crois. puis là, il est estimé à 25-30 millions actuellement, moins les 14 millions que tu dois, bah, tu fais une micro plus-value quand même. Micro. Ouais. Je pense À leurs que- chiffres, ça va. Hein. À Colfax, on voudrait bien faire Voilà, 3-4 millions de plus-value. Donc, mais est-ce qu'il se dit, bah, ouais, je pensais qu'on arriverait à faire un truc incroyable ici, dans le sens à gagner une chier d'argent. Mais en fait, avoir une équipe de hockey en Suisse, bah, ça coûte et c'est pas là que tu fais de l'argent. Ça veut pas dire que Lausanne va avoir des problèmes d'argent ou j'en sais rien. Ça veut juste dire que la personne au bout de la chaîne va peut-être pas avoir une marge aussi grande que ce qu'elle espérait. Et comme les attaches de Ken Stickney, elles sont aussi grandes que moi au Venezuela, à peu de choses près, bah finalement, il se dit bon, bah, c'est bon, j'ai pas envie de m'emmerder. En plus, c'est loin, d'aller gérer Lausanne. Il a des émissaires qui viennent assez régulièrement voir comment ça se passe ici. Mais finalement, il se dit peut-être que ouais, bon, bah, j'ai fait mon truc, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné un tout petit peu. Tchuss, peut-être ça va se passer comme ça. Ou alors, s'il reste, c'est qu'ils voient un vrai intérêt financier. Et donc là, ben, ce que je viens de dire tombe à l'eau. Ouais, mais parce que ce qu'on a vu avec les loges, par exemple, dans les autres patinoires modernes qui ont été créées, c'est que forcément, c'est un tel apport financier avec toute cette VIPisation qui déplaît à certains, mais qui finalement aussi te permet quand même d'acheter des nouveaux joueurs, de ne pas dépendre forcément de mécénat. On voit à Bienne que ça marche très très bien avec ses donateurs et tout. Il n'y a pas de contre-indication. Finalement, ça marche plutôt pas mal. Et c'est pour ça que ces nouvelles patinoires sont importantes. À Fribourg, la même chose. Toutes les loges, je crois, ont déjà trouvé preneur. Et il y en a pour une la- ramée, je me suis pas rendu compte en fait en allant voir l'autre jour. Il y a tout l'anneau en dessus de l'ancien premier anneau, enfin de l'ancien anneau, si on veut bien. Il y a une ramée de loges. Alors je pense qu'ils les vendent pas au même prix qu'à Genève où elles sont très très chères. Et peut-être pas au même prix qu'à Lausanne où elles sont accessoirement assez chères. Mais est-ce que tu en as peut-être un poil plus, mais que tu les vends moins cher, donc tu arrives à faire accéder à cette catégorie-là à plus d'entreprises. Et donc, au bout du compte, l'argent est le même, finalement. Tout à fait. Mais j'étais très étonné. Ça, c'est un truc qui m'a surpris à Fribourg. Donc, ce tour d'horizon se termine avec Bienne. Chanceux les Biennois, parce que c'est eux qui vont le mieux, finalement. Ils sont deuxième du classement. 2 victoires après 3 défaites. On voit que du côté de Tormenan, même quand il y a une passe un petit peu compliquée, c'est un peu le théorème de Berne hein, qui se répète, on perd pas beaucoup de matchs. Il arrive tout de suite à remettre ses joueurs dans le droit chemin. C'est assez frappant finalement. Et des belles victoires en plus, parce que d'aller gagner au penalty à Zug, ok, 2-1 contre Lausanne à la maison, mais c'est pas évident, mais tu gagnes chez toi. Et puis derrière, tu pourrais te permettre finalement presque comme tu disais avant, hein, pour certains clubs, perdre à Zug, ouais, t'as le droit. Bah non, tu vas faire 2 points. Et Ouais. avec un grand Jonas Hiller. Avec un énorme Jonas Hiller même. Et ce qui est intéressant dans cette équipe de Bienne, c'est que c'est 11 matchs, 23 buts encaissés, donc c'est ultra peu. Et sur ces 23 buts, il y en a 12 en 3 matchs. Donc plus de la moitié des buts encaissés par Bienne, c'est dans cette toute petite phase un peu turbulente, en perdant 3-1 à Ambry, 4-3 à la maison contre Lugano et prolongation, 5-2 à Zurich. Et sinon, sur les 8 autres matchs, c'est 11 buts encaissés sur les 8 autres matchs. Défensivement, c'est quand même une forteresse, cette équipe. Et à Zug, défensivement, c'était pas incroyable, mais en même temps, c'est difficile d'être excellent à Zug défensivement parce que ça vient dans tous les sens. Mais Surtout maintenant. Hein. Ouais, la Zug, ça tourne en ce moment et c'était beau. Franchement, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu cette saison, c'est ce Zug Bienne. Sur le papier, tu t'attendais à avoir un gros match, un match intéressant, mais on n'a pas été déçus parce que Hiller a été énorme. Il y a un but qui est magnifique, c'est l'erreur d'un Rayala. défenseur. Je crois que c'est Rayala, hein, quand il y a Pouliot qui fait un délai, qui attend, et il y a une triangulation magnifique, tu te dis, wow, c'est vraiment... ouais, chapeau.
Radgeb en plus qui marque 2 pénaltys dans la séance. Exactement, Radgeb va bien, Bien va bien. Bien a eu justement ce petit passage à vide, puis je pense que ça a permis à Termenen de repointer du doigt certaines choses, de resserrer aussi, de à resserrer quelques Olsen boulons. derrière qui s'occupe des défenseurs. J'aime beaucoup cet entraîneur au passage. Si ça intéresse des clubs, je pense que c'est pas la moitié d'un âne. Anders Olsen, il est très 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 intéressant. Ouais, Bien, c'est un statement ce week-end. Victoire 2-1, hyper solide contre Bien à la maison, contre Lausanne à la maison. Victoire à Zug, statement aussi. Ouais, Bien, ça joue vraiment vraiment le haut du classement. Et maintenant, ils commencent à être full strength, on va dire. Je sais pas, ils sont ils ont quasi tous leurs joueurs Ouais, actuellement. il doit manquer Damien Brunner. Il manque Damien Brunner, il manque Fabien Luthi. Mais là, maintenant, Le noyau. le noyau, voilà, je voulais pas utiliser un mot en anglais, je viens d'en utiliser un. le noyau est là. Et c'est joli à voir jouer, ça joue bien, ça défend bien, ça attaque vite, ça se projette vite vers l'avant. Ouais, franchement, c'est chouette à voir Bien. On parlait du plaisir de jouer. Mhm. Ce serait assez intéressant aussi de parler avec les Biennois de temps en temps, de dire voilà, on a l'impression que vous avez du plaisir. Et je pense que tu vois des sourires. On parlait de Fribourg où les gars étaient bridés. Avec Tormenon, le seul risque, c'est peut-être des fois de se dire qu'il pourrait avoir trop de liberté. Mais toi, tu as tout de suite dit ah non, mais c'est structuré. C'est ça qu'on a peut-être tendance à oublier parce que on aime bien ce jeu fait de passes, de créativité. Puis tu te dis, peut-être, et sûrement à tort, ouais, mais ils sont créatifs. Mais alors derrière, justement, faut faire attention. Ah non, derrière, ça tient bien. Ça tient bien derrière. Et tu as 2 gardiens qui sont très bons. Hilaire, il a 94% d'arrêt. Pope a 93% d'arrêt. Là aussi, on parlait à Genève peut-être d'un léger sur-régime des gardiens en début de saison. Est-ce que c'est le cas ici? Je sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont justement à des bonnes stats. Enfin, c'est pas 97, c'est 94, entre 94 et 93. Ouais, c'est un gardien qui fait une super saison. Ouais. Il n'y a pas de sur-régime. Le jeune Jonas Hilaire, il a encore 2-3 ans devant lui, non? Ouais, c'est... Là, j'entends Laurent Kleisel. Qu'on salue au passage. Mais non, mais... Il disait qu'il fallait attendre novembre. Hein. Exactement, mais bah voilà, on va être en plein dedans avec Hilaire qui est fantastique. Et maintenant, je commence à de plus en plus aimer Peter Schneider quand je le vois jouer. Même bah voilà, Rayalar commence à marquer. On avait parlé justement de sa petite... Il met 5 buts les 2 premiers matchs, puis après il était un petit peu plus dans le dur. Et puis là, il aligne d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que tu mentionnes Rayala. Juste pour dire, les buts marqués par les joueurs étrangers à Bienne, c'est 59,09%. Alors, c'est bien, parce que Bienne, en ce moment, marche bien. Salmela marque aussi des buts depuis la ligne bleue. On a, tu disais Peter Schneider, qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Il a un but, Schneider. Mais Pouliot, là, c'est aussi un peu réveillé. Alors, c'est bien, puis en même temps, ça serait peut-être bien de baisser un peu cette moyenne. En fait, c'est surtout, ce serait bien que les Suisses marquent un petit peu plus, parce qu'avec Ugly, avec Fuchs, avec Ria, qui était un peu pas en berne, mais en manque de réussite, avec peut-être Brunner qui va revenir, bah, la part des joueurs suisses sera plus importante, et ce sera tout bonus en fait pour Bienne. Ouais, bon, cette statistique elle est aussi difficile, parce que quand tu as un joueur qui met 7 buts, qui est le meilleur buteur de la ligue, forcément, et qu'il est étranger, ça la biaise pas, parce que la stat est la suivante. Mais forcément, ça a une énorme influence. En plus, Pouliot va bien. Puis ouais, justement, je pense que ce serait une erreur de dire que Termenen bride ou le jeu finlandais de Bien. J'ai entendu après le 2-1 contre Lausanne, comme quoi c'était chiant en gros. Puis moi, je trouve que cette équipe de Bien, elle est pas chiante à avoir joué. Et j'ai l'impression que des fois, on l'a réduit on réduit cette équipe de Bien à son entraîneur finlandais. Et en fait, si Antti Termenen... T'as le droit d'avoir des mauvais matchs aussi. Hein. Oui, surtout puis si Antti Termenen était américain, on dirait pas ça, justement. Et... Bon, moi, j'ai jamais été partisan du défense bashing, on va dire. Et en foot également, où une équipe qui tenait un bon 0-0, puis qui gagnait 1-0 sur sa seule action, on disait « Oh, c'est chiant, Mourinho avec Chelsea notamment, etc. » Défendre, ça fait partie du jeu aussi, en fait. Et de temps en temps... Alors, bah, tu utilises tes forces aussi. Oui, et puis... C'est pas parce que tu défends bien que tu vas pas être capable d'attaquer de manière correcte, mais défendre fait partie du jeu, et bien défendre, c'est une qualité, c'est une capacité que toutes les équipes n'ont pas. Bah, si tu l'as, bah, profites-en et puis défends, quoi, et fais-le de manière systématiquement bien. Ça veut pas dire que devant, bah, regarde bien comment ça tourne dans la zone offensive. Franchement, les défenseurs adverses, ils doivent avoir le tournis de temps à autre. C'est chouette, ça
ça va vite, ça se projette vite vers l'avant, ça défend bien. Moi, je vois pas de problème avec le fait que Bienne gagne ses matchs en prenant pas trop de buts. Ils ont un powerplay qui tourne pas trop mal. Ils ont un box-play qui va aussi. Il y a pas trop de variables avec, qui sont soit trop hautes, soit trop basses, en fait. Ce qui est plutôt assez positif. Par exemple, on parlait avant de Lausanne. On l'a pas mentionné, mais le box-play en ce moment est catastrophique avec 68,29%. Ils prennent beaucoup plus de pénalités. Ils sont à 149 minutes en ce moment. Avec 47 x 2, Rappi a pris 27 x 2. Ouais. Alors que l'année passée ou la saison passée, Lausanne était l'équipe qui prenait le moins de pénalités. minutes. Ouais. Voilà, comment ça peut changer en... Alors, tu aimes bien dire sample size, hein, il n'y a que... Voilà, 10 matchs, on est à 20% mais... de championnat. Gentiment, ça commence à devenir des valeurs qu'on va pouvoir prendre, effectivement. Et au passage, Rapperswil, faut vraiment pas sous-estimer cette équipe. Ils défendent terriblement bien cette saison. Ils ont un gardien qui va bien, Niffler, il fait ses 3 blanchissages, mais au-delà de ça, ça tient bien. Oui. Et tu disais justement, ils ont très peu de pénalités. Et faut pas faire l'erreur de je parlais des livrets de 3, de se rajouter 3 pour si votre équipe affronte Rapperswil, c'est chiant à jouer. Ouais, puis l'arrivée de Vukovic aussi, finalement, hein, tu parlais de Maurer à Genève, c'est drôle parce qu'il a remplacé d'une certaine manière Vukovic dans son rôle, le mentor, les jeunes et tout. Et puis, les deux joueurs ont du succès. Ouais. Finalement. Et Dominique Egli a un succès fou en ce moment à Rapperswil. Et tu te rappelles, l'année passée, on disait « Ah, Egli à Bienne, c'est tellement bien vu, sacré bon coach Steinager, c'est dommage que ça n'ait pas marché là-bas. » Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu autant d'opportunités de briller qu'il a à Rapperswil finalement. Parce que c'est souvent ça, c'est une question d'opportunité. Et Egli, il joue du powerplay, il joue plein de minutes, il a l'occasion de se mettre en lumière, puis il est top scorer. C'est fou de se dire que finalement, plutôt que de juger le directeur sportif, à dire voilà, il s'est brouté, c'est pas bien. Non, c'est une question de contexte. Bien finalement. sûr. Egli à Cloton, on se disait qu'il avait du potentiel, il n'a pas su l'exploiter à Bienne, il sait l'exploiter, en tout cas sur ses 10 premiers matchs. Après, de la même manière que certains joueurs à Genève, il faudra aussi voir sur la longueur, parce que il n'a jamais disputé un championnat complet de National League. Exactement, non, c'est sûr, mais Egli, c'est pour tous les joueurs de Key Manager, je pense que maintenant c'est un joueur qu'on doit avoir dans son contingent. Je pense que vous l'avez tous, du moins j'espère. On n'a pas pu faire la semaine passée parce qu'on avait été longuet et on en profite. On va pas forcément faire 2 heures non plus sur la NHL, mais on voulait quand même juste revenir sur ce début de saison et parler plus spécifiquement des Suisses de NHL. On va commencer et on parlera en majorité de Gaëtan Haas parce que c'est finalement ce qui est le plus surprenant. C'est que Gaëtan Haas a réussi à se faire une place au sein du contingent des Edmonton Oilers. Il est centre de 4e trio. Premier match où il fait 2 minutes 11, où là tu te dis, bon, ok, il a réussi à faire venir sa famille. En tout cas, il a dû être hyper heureux comme un gamin de pouvoir jouer. Il n'a pas si mal joué que ça, ce qui fait que le match d'après, il a eu droit à 12 minutes. Il a fait un assist. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a dit à son comparse de ligne, Nygard, le Suédois, viens, on va se la jouer à l'européenne. Puis il a été chercher le face-off. En fait, il a été assez roublard. Il a tiré le puck sur l'extérieur de la cage, mais très légèrement pour que ça revienne devant le but. Et Nygard a marqué. Il y avait 3-3 à ce moment-là. C'était un but hyper important. Et c'est avec ce genre de jeu que tu te fais remarquer de ton entraîneur. L'entraîneur, c'est Dave Tippett. Après, est-ce qu'il aura plus de matchs par la suite ? C'est toujours difficile de juger en Amérique du Nord. On a l'impression, nous, vu de Suisse, on regarde les stats, on voit les jeux, on se dit « Ah ouais, super, il s'est fait sa place ». Puis tout d'un coup, tu as Riley Sheehan qui était en loin 10 jours à cause d'une commotion, qui va revenir. Et puis peut-être que il préfère faire jouer son attaquant canadien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait mentionné Gaëtan Haas avec Tristan Chervet en disant qu'on imaginait Chervet peut-être plus proche selon son jeu. Puis que Gaëtan Haas, c'était du gâchis. Puis est-ce qu'il allait accepter un poste en 4e ligne ? À 12 minutes de jeu, je pense que là, peut l'accepter plus facilement que s'il avait 2 ou 5. Oui, ça me fait rire. Le lendemain de son premier match, au matin de son premier match, je reçois un message d'un ami qui me dit je me suis levé pour voir le match de Gaëtan Haas. C'est dommage, 2 minutes.
Puis non, mais je pense que c'est surtout dommage pour toi de t'être levé pour le match de Gaëtan Haas où il a joué 2 minutes. Moi, je pense que lui, il n'a pas trouvé ça dommage du tout. Je pense qu'il a trouvé ça génial déjà d'être sur une glace de NHL. C'est un aboutissement en soi et c'est pas une fin par Non. contre. Et C'est ça, je pense que la différence, elle est importante. De se dire, voilà, oui, c'est bien, mais je suis un joueur de hockey quand même. Je vais pas me contenter de 2 minutes. exactement. Mais bah voilà, c'est bien qu'il arrive à se faire sa place. S'il peut s'exprimer offensivement, et je pense qu'il a les capacités, les qualités pour, bah, il peut se faire sa place. Mais comme tu viens de le dire, il est dans une équipe où monter dans l'alignement des centres, ça va être compliqué quand même. C'est impossible. À peu Voilà. de choses près. Enfin, Sauf transaction, blessure, mot avec le coach, ben voilà, il va devoir se contenter de ce centre de 4e ligne, mais après, ouais, peut-être 3e. Mais à la limite. Ah ouais. Mais après, ben voilà, c'est déjà incroyable finalement de se dire ça. Lui-même, je pense qu'il y a 2 ans, il n'aurait pas franchement cru quand il avait signé son contrat avec Berne, il avait pas inclus de clause NHL, on rappelle, en disant mais pour lui, c'était pas une option d'arriver un jour en NHL. Là, il y est actuellement et il joue 12 minutes de son second match, il fait un point, c'est que positif. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'à la rigueur, ok, ça marche peut-être pas cette année. Hein, avec les Oilers, dans une semaine, dans un mois, on dit, ah bah tiens, il est de retour à Berne, où il était mis en AHL, puis il accepte finalement. Mais ne pas oublier que l'année prochaine, il y a une nouvelle franchise qui arrive. Et Seattle, bah, ça va faire 30 places de travail, à peu de choses près, hein, en gros, en plus. C'est pas négligeable. Ah non, Et absolument pas. ton nom, maintenant, il faut bien se rendre compte que là-bas, ils regardent un peu, ils ont du scouting qui est en Europe et tout, très bien. Mais là où tu peux le mieux te mettre en valeur vis-à-vis des GM des autres franchises, c'est en jouant en NHL. Puis en montrant que tu es capable de jouer dans cette ligue. C'est pas un projet, parce qu'à son âge, finalement, c'est quand même un pari. S'il n'a jamais joué en NHL, de se dire, ouais, mais vraiment, lui, il a tout le temps joué en Suisse, il est jamais venu en Amérique du Nord avant maintenant. Petite glace, les contacts et tout. Exactement. Et ben non, là, il aura quelque chose à montrer sur son CV et ça va clairement aider. Mais comme tu dis très justement, avec l'expansion à Seattle, ben, le marché va se détendre un tout petit peu finalement et il y aura des opportunités pour pas mal de monde et pour Tristan Chervet aussi. Je suis convaincu que Tristan Chervet a sa place là-bas. Il est revenu en disant bah, si j'avais pas mon contrat à Berne, je serais sûrement encore là-bas. Il a grincé un peu des dents. On sait que Berne avait accepté de re-signer Gaëtan Haas une année de plus en incluant la clause NHL pour le laisser partir à la fin de saison. Berne est une organisation très classe. Est-ce qu'ils vont le faire à nouveau? En même temps, le re-signer plus longtemps, c'est compliqué vu qu'il a un contrat jusqu'à 46 ans à peu près, Tristan Chervet à Berne. Mais trouver un moyen de contenter tout le monde, je pense que c'est possible. Déjà là, je trouve dur de retenir Tristan Chervet en Suisse alors qu'il avait une vraie opportunité de se développer à Ottawa. Bah, peut-être que l'année prochaine, il faut le laisser filer et puis dire que en tant que franchise player en Suisse, on va dire joueur de concession à Berne, tu lui fais cette fleur-là et puis si il se développe en Amérique du Nord, bah, c'est super. Puis sinon, il reviendra chez toi très heureux que tu lui aies laissé sa chance. Bah, il a toujours été loyal, donc à toi de rendre cette loyauté. On a aussi une question de Tom Mayo sur Sbiza, fin de carrière. Alors Sbiza, c'est assez étonnant parce que il a signé un contrat à l'essai, un PTO, un Professional Tryout. Bon, ça s'est pas concrétisé comme l'année passée par un contrat. Il avait signé pour 1 année et 1,5 million. Il avait quasiment pas posé un patin sur la glace, donc il a touché son pognon. Très bien. Cette année, bah, il n'a pas pu signer un contrat, mais par contre, il est toujours dans l'organisation des Highlanders. Et dernièrement, il a eu un compagnon de ligne à l'entraînement, Noah Dobson, premier choix des Highlanders, 12e overall en 2018, défenseur, plus d'1m90, donc beau projet de la part des Highlanders, mais visiblement, ils ne doivent pas être hyper satisfaits de lui en ce moment, peut-être qu'ils vont lui accorder que 9 matchs, etc. Bon, bah, Sbiza est toujours autour. Est-ce que finalement, il se dit, c'est ma chance, il y aura bien des blessés, et bien à un moment, ils vont me rappeler. S'il est toujours dans le giron des Highlanders, c'est que finalement, ils aiment bien l'avoir. Oui, et il y a un truc qu'on oublie avec Lucas Sbiza, c'est qu'il n'a pas 30 ans encore. Il est parti tellement jeune. Il est parti tellement jeune en Amérique du Nord. Et il a joué tellement jeune en NHL. Et il a déjà 500 matchs de NHL, mine de rien. Et je crois qu'il est vraiment passé en Suisse sous le radar parce qu'on ne l'a pas vraiment connu ici comme joueur établi de National League ou de Liga à l'époque. Et il a ses 500 matchs. Donc je pense que ça a une vraie valeur aussi aux yeux d'un GM en disant bah, il est encore jeune, il n'a pas été excessivement blessé, il n'a pas eu ses 13 commotions réglementaires. Donc on a un joueur qui a de l'expérience, qui va nous coûter pas grand-chose.
pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, je crois que revenir en Europe et en Suisse, c'est pas d'actualité pour lui. Si ça se passe pas là-bas, moi, ce que j'avais lu un article sur lui il y a 6 mois, sauf erreur, où il disait il avait commencé à se lancer dans l'immobilier en Californie. Je pense qu'il va pas venir chercher 300 000 en Suisse, alors que là-bas, il va peut-être faire plus finalement sans jouer au hockey. Ouais, parce qu'on rappelle, son profil, malheureusement aussi, c'est un défenseur défensif. Sur petite patinoire, donc petite surface, est-ce que il serait hyper décisif et déterminant en Suisse pour un prix d'un joueur étranger, quasiment, hein, parce que tu dois envoyer un salaire, en tout cas en Suisse, qui n'est pas possible. Bien sûr. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je crois qu'on avait répondu à cette question l'année passée aussi, on n'est pas sûr du tout, quoi. Et en 12-13, quand il vient à Lugano pendant le lockout, on l'avait pas trouvé incroyable. Il avait fait ses 12 points en 30 matchs. Là, j'ai sa fiche sous les yeux. Hein. C'est pas de tête, rassurez-vous. On l'avait pas trouvé incroyable. Moi, je me rappelle, je me dis, mais il peut pas en avant. Il est trop. Il peut pas assez. Il est mobile en NHL, mais il est peut-être pas assez ici. Et en 6-7 ans, le jeu a sacrément évolué. Et accessoirement là-bas aussi. Hein. C'est peut-être aussi ça qui peut être le problème pour Lucas Biza. Les fautes. Hein, le téléski, les trucs comme ça. Et depuis 12-13, il n'a jamais rejoué un seul match sur une patinoire européenne. Il a joué un match avec Team Europe à la World Cup, mais bon, c'était là-bas, donc non. Il n'a pas un match d'équipe de Suisse, il n'a pas un championnat du monde, rien. Il a tout le temps joué sur les petites glaces. Ouais, je suis pas sûr que son avenir est en Europe. On a encore parmi les joueurs qu'il faut suivre cette année, parce qu'effectivement, hein, Romagnosi, Nico Hischier, c'est Timo Meyer, Nino Niederreiter, c'est normal, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Timo Meyer joue des grosses minutes. Hein, il faudra voir si... Je pense que le but, c'est pas de le faire jouer plus de 20 minutes. Au passage, très drôle, hein, dans le temps de jeu, je reviens en Suisse. Premier, c'est Chorny. Deuxième, tu sais qui c'est, le plus de temps de jeu. Deuxième et troisième. C'est deux Lausannois. Non. Ah, j'aurais dit Vermin et Jeffrey, tu vois. Non, c'est Maxwell et Di Domenico, 23 minutes 28 et 22 minutes 44. Ok, parce que les temps de jeu étaient énormes contre... Ah bah non, Vermin n'était pas là justement, mais les temps de jeu étaient énormes. Étaient énormes, oui, parce qu'il y avait des joueurs blessés. Mais pour dire, les attaquants qui passent plus de 20 minutes déjà en NHL, faut y aller. En Suisse, sur la durée, je pense qu'il faudra un peu calmer la dose, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, clairement. Mais Siegenthaler qui a été... C'est drôle parce que on apprend qu'il est... ils disent demoted en anglais et puis recalled, hein, donc il est envoyé en AHL, il est rappelé. Puis tu te dis, mais pourquoi il est renvoyé alors qu'il était en première paire de défense? Oui, mais c'est un move pour le salary cap, parce que tu gagnes. En fait, il gratte, c'est des comptes d'apothicaire, il gratte quelques dollars par-ci par-là, et c'est vraiment très important. C'est des dizaines de milliers de dollars, c'est pas beaucoup, sur 83 millions, hein, mais c'est quand même ce qui te permet de passer... sous le radar finalement et de ne pas être rattrapé par la police. C'est assez marrant. Mais lui, il a vraiment de bonnes opportunités de s'améliorer. Et puis, voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des joueurs NHL. N'hésitez pas à nous poser vos questions, plus sur les joueurs suisses. Je pense qu'on sera plus à même de répondre. On s'était fixé comme objectif d'arriver en dessous d'une heure. Bon, moi, c'est de nouveau raté. Hein, c'est pas grave. On nous a même dit qu'une heure, ça passait trop vite dans certains messages qu'on a reçus. Alors bon, ça va. Pour nous aussi, du coup, ça passe un peu vite. On est au bout de cet épisode. Après ce petit détour en Amérique du Nord, d'ici la semaine prochaine, on rappelle celui-là, on l'a enregistré le mardi, il est diffusé le mercredi. Donc si entre deux, il y a 2-3 choses qui sont plus à la page exactement, c'est un peu à cause de ça. Mais d'ici la semaine prochaine, on se réjouit d'avoir vos questions. On essaiera d'y répondre le plus juste et le plus vite possible. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, nous écouter sur Apple Podcast et Spotify, SoundCloud et compagnie. Puis d'ici là, profitez bien des matchs du week-end. Bonne semaine.